Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des trois sujets chauds du moment. Évidemment, tout le monde en parle. L'investiture de Donald Trump aux États-Unis, c'est son grand retour à la Maison-Blanche. Qu'est-ce que cela va changer? Bien sûr pour les États-Unis, mais également pour la zone euro, pour la France, bien entendu, pour notre quotidien. Beaucoup de questions, on va essayer d'y répondre. On verra notamment le match États-Unis-France sur le front du pouvoir d'achat, de la richesse par habitant, des chiffres assez incroyables. Est-ce qu'avec Trump ça va s'améliorer ou s'aggraver? On répondra tout à l'heure à cette question. Parallèlement, bien sûr, deuxième grande question, on va rester sur la France parce que des nouveaux chiffres viennent de sortir de la Banque de France sur les défaillances d'entreprises. Personne n'en a parlé, on en parle ici et malheureusement un nouveau record historique a été atteint, ce qui veut dire donc des faillites d'entreprises, donc du chômage, et donc une situation française de plus en plus difficile. Et pendant ce temps-là, notre ministre de l'économie nous dit que les entreprises françaises ont trop de rentabilité. On va devoir abaisser cette rentabilité. Je pense à toutes nos PME, nos TPE évidemment qui souffrent au quotidien. Ça ne colle pas avec la réalité, mais j'ai envie de dire, on en a l'habitude, donc on verra ça tout à l'heure dans le détail. Il y a également des chiffres de l'INSEE sur la population française qui viennent de sortir pour 2024, notamment donc en termes de natalité qui est en train de s'effondrer. On me parle également souvent, vous me posez cette question sur l'immigration, quel impact sur la croissance? Je vous ai fait un graphique justement avec les chiffres de l'INSEE qui rapportent l'immigration et la croissance. C'est assez incroyable, on verra ça tout à l'heure. Et puis troisième question, c'était d'ailleurs la question de la semaine. Là aussi, vous avez été très nombreux à me la poser depuis déjà plusieurs semaines. Quid de l'Argentine? Est-ce que l'Argentine, est-ce que M. Milei va réussir son pari de sauver l'Argentine? Est-ce que c'est d'ailleurs peut-être une bonne nouvelle pour nous? Ça peut nous servir d'enseignement. On verra ça dans le détail avec des graphiques bien sûr réalisés sans trucage, des chiffres du FMI tout à fait officiels, des chiffres assez incroyables qui montrent que l'Argentine est en train de redémarrer. Donc voilà la question, France, États-Unis, Argentine, qui va plonger et qui va monter en 2025? On a déjà une petite idée, mais on va voir ça évidemment dans le détail. Parallèlement, on terminera avec la bonne nouvelle de la semaine. Il y en a une, elle ne concerne pas malheureusement la France, mais c'est peut-être un enseignement également pour les années à venir pour nous les Français. Donc voilà, il y a quand même une bonne nouvelle, il faut toujours garder malgré tout un petit peu d'espoir. Alors on commence tout de suite avec ces chiffres de la Banque de France, assez dramatiques qui viennent de sortir. Donc chiffres officiels, moi je suis assez effaré. Personne, quasiment aucun média n'en a parlé. Et pourtant, regardez bien ce chiffre, 65 764 défaillances d'entreprises, chiffre tout à fait officiel, un nouveau record. Alors évidemment, on a eu des créations d'entreprises, mais néanmoins, on voit bien qu'on est sur un sommet historique, 2,9% au-dessus du sommet d'avril 2015. Donc ça montre bien que malgré des créations d'entreprises qui ont été énormes, notamment pendant le coronavirus, ça ne suffit pas à justifier un tel désastre pour les entreprises françaises. Si on regarde les entreprises hors micro-entreprises, qui sont bien sûr importantes, mais néanmoins, si on enlève ces entreprises avec très peu de salariés, voire parfois un salarié, voire parfois zéro, donc là, regardez bien, c'est un sommet historique, donc à 12,1% au-dessus du précédent sommet de septembre 2009. Donc c'était à l'époque évidemment une berrisina complète, c'était la récession de 2009. Voilà où nous sommes aujourd'hui, voilà la sinistralité de nos entreprises malheureusement, et toutes les entreprises sont concernées. Voilà les chiffres, là sont donc catégories d'entreprises donc en fonction de leur taille. Là on voit bien sûr les micro-entreprises, c'est énorme, donc là c'est le chiffre global, mais surtout entreprises hors micro-entreprises, regardez bien cette augmentation, quasiment 125% par rapport à janvier 2020. 125% de hausse. Là, ici, ce sont les TPE, donc moins de 10 salariés, 120% d'augmentation par rapport à 2019. Les petites entreprises, donc entre 10 et 99 salariés, 136% d'augmentation. Je ne sais pas si on se rend compte de ces chiffres assez incroyables. Pour les moyennes entreprises, on est à 122,5% d'augmentation. Et pour les ETI, donc entreprises de taille intermédiaire, plus les grandes entreprises, 141% quasiment d'augmentation par rapport à janvier 2020. Voilà l'état aujourd'hui de nos entreprises. Donc quand notre ministre nous dit qu'elles ont trop de profitabilité ou trop de rentabilité, ce n'est évidemment pas sérieux. Et si vous regardez secteur par secteur, les plus concernés, malheureusement, ça fait déjà plusieurs mois que ça dure, sont les entreprises de la construction, quasiment 15 000 défaillances d'entreprises, et souvent il y a des salariés, bien entendu, derrière. Vous voyez, 36% d'augmentation par rapport à janvier 2020, mais tout le monde est concerné. Le commerce, réparation automobile, vous voyez,
27% quasiment d'augmentation par rapport à 2020. L'hébergement et la restauration, 29% d'augmentation. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a un effet également négatif sur l'activité touristique, malgré le fait qu'on nous dise que tout va bien en France sur le tourisme. L'industrie également, 26% d'augmentation. Où est cette fameuse réindustrialisation? C'était bien sûr du marketing et nous payons aujourd'hui ces erreurs tout simplement parce que évidemment on a fait de la communication, mais derrière on voit qu'il y a de la sinistralité. Les entreprises dans l'industrie font faillite de plus en plus. Idem dans les transports avec 43% d'augmentation. Et alors activité immobilière, ça aussi on s'y attendait, 63% d'augmentation. C'est le secteur où ça augmente le plus. On me dit que l'immobilier va beaucoup mieux. Bon, c'est sûr que les prix continuent de baisser dans beaucoup de villes. Il y a eu une petite baisse des taux d'intérêt, donc ça va un peu mieux, mais malheureusement, il y a quand même une augmentation de 63% des faillites d'entreprises dans le secteur immobilier depuis janvier 2020. Voilà la réalité du secteur, et malheureusement, ce n'est pas terminé, sachant qu'on a également une petite mauvaise surprise, on va dire, pour tout ce qui est activité financière et assurance. Et oui, 61% d'augmentation. Vous voyez, donc là, on a pris le temps de bien regarder dans le détail des chiffres qui font quand même assez peur, puisque tous les secteurs sont concernés. Et ça, bien sûr, c'est très dangereux. Donc à partir de là, quand les entreprises font faillite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire qu'il y a des licenciements, ça veut dire que le chômage augmente. Le chômage qui a déjà commencé à augmenter, là, c'est le chiffre du mois de novembre d'Eurostat, on est à 7,7%. On voit bien que c'est la courbe rouge ici, alors que le chômage dans la zone euro, courbe bleue, est à 6,3%. Donc quand on dit que la France va bien sur le front du chômage, ce n'est pas vrai. Et encore, ce sont les chiffres de catégorie A, les chômeurs de catégorie A. Si on prend tous les chômeurs confondus, y compris ceux qui ne sont pas dans les statistiques officielles, on est à 16,5% de taux de chômage, dans le meilleur des cas. Donc comprenez bien que c'est dramatique. Et surtout, les plus concernés, malheureusement, alors il y a beaucoup de chômage également des seniors, mais énormément de chômage des moins de 25 ans, 20,5% au mois de novembre, contre 15% dans la zone euro. Donc on voit bien qu'on a un désastre aujourd'hui social et sociétal qui est en train de s'installer. Et parallèlement, donc encore une fois, quand on nous dit que les Français vont devoir payer plus d'impôts, alors on nous dit bien sûr ce sont les ultra riches, mais non, évidemment tout le monde va être concerné, puisque si on enlève les optimisations fiscales, par exemple pour les nourrices, là tout le monde est concerné. Vous voyez, donc c'est ça qui est très très inquiétant. Nos dirigeants ne pensent qu'à augmenter les impôts et ils ne pensent absolument pas à baisser la dépense publique, notamment celle dont ils bénéficient, les dépenses je dirais de la haute fonction publique, de tous les comités Théodule, etc., qu'on pourrait supprimer et qu'on ne veut pas supprimer. Et pendant ce temps-là, ce sont les Français qui payent la facture. Regardez bien les perspectives de chômage, c'est la courbe rouge ici, selon les ménages interrogés par l'INSEE. Le taux de chômage est là, on pourrait monter à plus de 9,5% de taux de chômage en 2025. Et on ne fait rien, on est en train de se poser des questions pour savoir si ça va très bien ou moyennement bien. Non, ça va évidemment très mal. On aura une croissance française de seulement 0,5% en 2025, donc on est très loin encore du gouvernement qui annonce 0,9%. Il est arrivé à la baisse, mais ça ne suffit pas. Alors, comme si ça ne suffisait pas, entre guillemets, on a une situation où, et ça c'est les chiffres de l'INSEE qui viennent de le montrer, pour la population donc de 2024, chiffre officiel, c'est encore des estimations, mais tout de même, regardez bien ce chiffre incroyable, le taux de natalité est en train de s'effondrer. Voilà les chiffres, 9,4 enfants pour 1000 habitants, donc naissance évidemment, et 9,7 décès pour 1000 habitants, donc ça c'est la courbe rouge, les décès, la courbe bleue, donc la natalité, on voit que eh bien, c'est exactement, quasiment au même niveau. Donc il y a 663 000 naissances contre 646 000 décès. Voilà, il n'y a que 17 000 personnes d'écart. C'est quasiment rien, on a quasiment un niveau identique entre les décès et la natalité. Bon, les décès, évidemment, c'est un effet baby-boom qui joue, mais c'est surtout la natalité qui baisse. C'est ça qui est très inquiétant. Et donc, évidemment, les Français sont inquiets quant à l'avenir, et donc ils ne font pas d'enfants. Et c'est ce qui est très dangereux, parce que s'il y a moins de population, la croissance structurelle est évidemment en train de baisser. C'est à ce moment-là que beaucoup me disent, alors pourquoi on ne ferait pas appel à l'immigration? Voilà, alors là, évidemment, j'ai fait deux graphiques assez incroyables, tout à fait officiels. Attention, on ne rentre pas dans la polémique, ce sont les graphiques de l'INSEE, enfin c'est moi qui ai pris les chiffres et je les ai mis en graphique, parce qu'évidemment l'INSEE ne veut pas forcément faire le rapport entre les deux courbes. On a donc la courbe rouge, c'est donc le solde migratoire, ça veut dire les entrées en France moins les sorties. Et là, on voit bien, regardez bien, comme ça a explosé depuis notamment en 2017. On a une augmentation effectivement de solde migratoire. Ça a évidemment baissé pendant le Covid. Et là, vous voyez, on est autour des à peu près 152 000. Alors d'ailleurs, les chiffres sont bizarrement, étonnamment stables. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement une augmentation donc, de la population, donc du solde migratoire. Donc il y a plus d'immigrés que de personnes qui sortent de la France. Et malgré cela, oui, c'est la croissance structurelle française. Elle a continué de baisser, c'est-à-dire que l'immigration n'a pas du tout été un moteur de croissance, bien au contraire. Alors si maintenant on regarde uniquement les chiffres de l'immigration,
Là, il y a un petit problème, c'est que les chiffres s'arrêtent en 2022 pour l'instant, on n'a pas les chiffres de 2023-2024, donc on va prendre ce qu'on a. Ah, attention, là c'est assez incroyable. Voilà donc le nombre d'immigrés qui entrent en France, chaque année officielle bien sûr, hein, ça ne prend pas en compte l'immigration clandestine, ça c'est sûr, mais néanmoins officiellement, regardez bien, on est aujourd'hui sur quasiment donc, 331 000 immigrés qui sont arrivés en 2022. Un record historique, vous voyez, c'est la courbe rouge ici. Donc on voit bien la tendance, hein, depuis 2006, chiffre de l'INSEE, évidemment c'est une tendance à la nette augmentation. Donc certains me disent, oui, l'immigration ça fait de la croissance. Ah bon? Alors regardons la croissance structurelle française sur la même période, vous voyez, c'est la courbe bleue ici, ça c'est la ligne de tendance, eh bien c'est en train évidemment de baisser. Donc c'est la preuve que ce n'est pas une garantie, encore une fois, encore faut-il que cette immigration soit productive, qu'elle génère effectivement de la croissance, qu'il y ait une intégration, et surtout qu'elle soit sélective, c'est-à-dire que finalement, eh bien, on ait une immigration qui vient boucher des trous, entre guillemets, là où il y a des pénuries de main-d'œuvre, mais ce n'est pas du tout le cas, malheureusement, donc ce qui veut bien dire que, et encore une fois, je ne porte pas de jugement de valeur, c'est simplement pour vous montrer, chiffre de l'INSEE à l'appui, qu'en augmentant l'immigration, ça ne fait pas augmenter la croissance, c'est même l'inverse qui est en train de se produire, parce que, évidemment, il faudrait prendre des mesures pour relancer la croissance. Et ce qu'on ne fait pas, on affaiblit même la croissance, notamment en augmentant les impôts, donc ce qui fait que la France, malheureusement, s'affaiblit et s'appauvrit. Voilà la réalité actuelle de la France. Et je ne fais pas encore une fois de polémique, c'est juste une réalité économique que je décris et qu'on devrait montrer, évidemment, tous les jours dans les journaux de 20 h, comme souvent vous me le dites, il faudrait que cette émission passe au journal de 20 h, mais évidemment, comme on n'a pas beaucoup de culture économique, ça viendra, je pense, un jour, une fois qu'on aura touché le fond de la piscine, là, peut-être qu'on se rendra compte du drame que vit aujourd'hui la France et qu'on pourra à ce moment-là se réveiller. Alors, ce qui est complètement fou, d'ailleurs, on voit bien ce manque de culture économique, c'est que le ministre de l'économie, voyez, il vient de parler là dernièrement sur BFM TV, donc je cite mes sources, hein, avec Apolline de Malherbe, notamment que je salue, et donc il est quand même ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. C'est intéressant, parce que ça veut dire que normalement il doit quand même soutenir nos entreprises. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il nous dit que principale priorité du moment, hein, donc c'est la transformation écologique. Ok, on voit que Trump fait exactement l'inverse, mais bon, admettons. Et donc, il faudra s'adapter, ce sont exactement les termes, hein. S'adapter demandera beaucoup d'investissements, ça c'est sûr, on est d'accord, qui ne sont pas toujours rentables. Voyez, et cela risque de conduire à une baisse de la rentabilité des entreprises. Il faut l'accepter. Quand même assez incroyable. Alors, que l'État prenne en charge éventuellement ces coûts, pourquoi pas, mais on est en train de nous dire que les entreprises doivent s'adapter. Alors les grandes entreprises, bien sûr, elles vont s'adapter, pas compliqué, elles vont partir à l'étranger, ça c'est sûr, mais moi je pense à mes TPE, à mes PME, on les a vu tout à l'heure, elles sont dans une situation délabrée, dans une situation de faillite aggravée. Et malgré cela, on dit qu'on va encore baisser leur rentabilité. C'est encore une fois une méconnaissance de la réalité. S'il vous plaît, Monsieur Lombard, allez voir les chefs d'entreprise, les patrons de TPE, de PME, qui ont du mal à joindre les deux bouts chaque mois. Ce ne sont pas les grands chefs d'entreprise du CAC 40, ce sont effectivement des petites entreprises qui souffrent, et même des PME, parfois un peu plus grosses, mais qui souffrent néanmoins. On leur dit non, mais vous êtes trop rentable. Alors que quand on voit effectivement l'augmentation de la rentabilité française, elle est plutôt à la baisse, à part les grands groupes. Et donc, encore une fois, on est complètement en décalage. Nous avons des ministres hors sol. Alors pourquoi effectivement on a un déficit public qui ne sera pas de 5,4% comme annoncé, mais au moins à 6, voire 6,5%. C'est très triste. Voilà, je suis tout simplement très triste de voir ça pour mon pays. J'espère que ça va changer un jour, mais pour l'instant, on en est loin. Et pendant que nous, évidemment, nous les Français, nous reculons, eh bien, comme vous le savez, aux États-Unis, ça avance. On a un discours de Trump assez incroyable. Alors, je ne vais parler que de l'économie, hein, je vais parler des enjeux sociétaux, mais qui sont également extrêmement importants. Mais c'est sûr que Donald Trump avait annoncé pendant la campagne, il est en train de le faire, donc une augmentation des droits de douane de 10 à 20%. Alors, il nous parle de 60% pour les produits chinois, mais vous avez remarqué, pour l'instant, sur la Chine, il est en train justement de calmer le jeu. On a bien compris. Hein, ce qui compte pour les États-Unis, c'est le match États-Unis-Chine, Inde, éventuellement Russie, et le dindon de la farce, comme d'habitude, c'est l'Europe. C'est ça qui est fou. L'Europe, on n'en parle quasiment pas. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Et donc, c'est bien sûr le discours America et Business First. Et donc, l'Europe, last, ça veut dire l'Europe en dernier. Et nous, on ne fait rien. Nous, on regarde, on met encore des règles, on dit « Ah oui, il faut mettre des nouvelles règles, etc. » Donc, bien sûr qu'on va respecter les règles, mais en fait, on va mourir guéri, si vous permettez l'expression. Vous voyez, j'en bafouille tellement c'est énorme. C'est-à-dire qu'en gros, bah oui, on veut respecter toutes les règles, voilà, baisser la rentabilité, faire de l'écologie prohibitive, parce que pour moi, l'écologie, normalement, c'est positif, ça veut dire créer des nouvelles sources de création de richesses, de création énergétique, voilà. Mais là, non, on vous dit, on va mettre des taxes. Ok, très bien, donc on va encore casser nos entreprises, alors que du côté des États-Unis, c'est en train d'être dynamique. Regardez bien, soutien à l'emploi industriel, donc on va créer des zones
économique spéciale avec des taxes et des réglementations très basses, vous voyez, c'est exactement l'inverse de ce qu'on se fait chez nous, on va réduire les impôts pour tous. Aux États-Unis, hein, oui, c'est pas quand je dis on, c'est pas chez nous malheureusement. Donc les salariés, les retraités, les entreprises, vous voyez, l'IS va passer de 21 à 15%, exemption fiscale pour les heures supplémentaires, voilà. Et alors après, bon, on est pour ou contre, ils nous ont d'ailleurs ça a commencé, une baisse des prix énergétiques en augmentant donc la production locale de gaz et de pétrole. Voilà, donc les États-Unis effectivement avancent. Alors est-ce que c'est bien ou pas, toujours est-il que c'est une réalité économique et nous malheureusement, nous reculons. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Alors de notre côté, il ne faut pas non plus dramatiser l'impact sur la France, sachant que la part des États-Unis dans les exportations françaises, ce n'est que 7,2%. C'est beaucoup bien sûr, mais ce n'est pas non plus complètement déterminant. Je pense évidemment à nos exportateurs français, donc notamment de produits alimentaires et agroalimentaires. Je sais que vous avez des très bons produits, donc ça devrait vous permettre de continuer de les exporter, d'autant que deuxième point, on voit une baisse de l'euro-dollar. Hier il a un petit peu augmenté, mais néanmoins l'euro-dollar va continuer de baisser, donc ce qui va soutenir un petit peu nos exportations. Donc pas de panique. Et quand bien même, vous voyez, au niveau global, ce n'est que 1,6% du PIB français en 2023. Donc ce n'est pas ça qui va changer la phase de l'économie française. Donc c'est ce que j'écris là, c'est le nouveau bouc émissaire, hein, Trump. On a eu le Covid, après on a eu Poutine, maintenant on a Trump. On aime bien trouver des boucs émissaires pour dire que si ça va mal, c'est à cause des autres. Non, si ça va mal, c'est à cause de nous. On n'a pas attendu Trump pour s'effondrer malheureusement, parce que nos dirigeants ont pris les mauvaises décisions politiques, économiques, et maintenant nous payons justement cette sanction. Alors il y a également un espoir, des espoirs, j'ai envie de dire. On voit que M. Poutine donc, a appelé M. Trump pour le féliciter. Donc est-ce que ce n'est pas le gage peut-être d'une prochaine paix et de l'arrêt de la guerre en Ukraine, une paix peut-être au Proche-Orient, le régime des mollahs en Iran qui va peut-être s'effondrer, laisser un régime plus pacifique par la suite. Également, il y a l'augmentation de la production de pétrole américaine, et donc ce qui veut dire qu'il y aura une baisse des cours pétroliers, une baisse des cours des matières premières, donc ce qui va limiter l'inflation, ce qui va également garantir une croissance mondiale toujours autour des 3 à 3,5%. Oui, ce sont quand même des bonnes nouvelles. Peut-être nous, on ne va pas beaucoup en profiter, mais ça reste quand même des bonnes nouvelles. Donc il faut quand même garder l'espoir. Et puis, dernier point, attention sur les droits de douane. On l'avait vu en 2017-2019. Trump avait un petit peu édulcoré son discours. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'il va fort, mais n'oublions pas que c'est un homme d'affaires. Hein, donc il est dans je dirais, la négociation. Donc il est en train de dire, attention, si vous continuez d'utiliser le dollar dans vos transactions internationales, dans vos réserves de change, à ce moment-là, on ne vous mettra pas de nouveaux droits de douane. Hein. Donc c'est surtout une menace pour les pays qui voudraient justement abandonner le dollar, et ce qui, à ce moment-là, générerait un effondrement des États-Unis. Donc ça veut dire que là aussi, les droits de douane ne vont pas forcément augmenter pour tout le monde, comme certains veulent l'imaginer, mais néanmoins, c'est vrai que pour l'instant, ça commence fort. Donc on voit les États-Unis qui prennent des mesures, alors que nous, en Europe, comme j'évoquais tout à l'heure, nous, on est bon pour mettre des réglementations. Donc évidemment, c'est ce qui fait l'écart de croissance entre les États-Unis et la zone euro. Alors c'est vrai qu'il y a un discours qu'on entend parfois, on me dit oui, mais les États-Unis ne pourront pas continuer comme ça éternellement. C'est vrai qu'ils ont des déficits publics énormes, mais qui, en moyenne, depuis 2009, c'est 1360 milliards de dollars par an, et ça veut dire 7,4% du PIB. C'est évidemment colossal. La dette publique, vous voyez qu'il y a un compteur de la dette publique aux États-Unis, donc le 20 janvier 2025, c'est 36 376 milliards. 36 000 milliards, vous vous rendez compte? Donc c'est pas rien. Donc c'est quasiment 123% du PIB américain, donc ils nous ont battus, c'est sûr, mais néanmoins ils ont de la croissance. Alors si on regarde la dette totale, public pour privé, plus privé, on est à quasiment 400%. Également, déficit de la balance courante, là aussi on est à quasiment 950 milliards, donc 3,3% du PIB. Dernier excédent courant remonte à 1991. Voilà pourquoi donc Donald Trump veut prendre justement ces mesures pour limiter ce déficit. Mais la différence, c'est que ce qui sauve l'oncle Sam, disons-le, c'est justement, je l'évoquais tout à l'heure, le poids du dollar. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on entend, eh bien, les États-Unis arrivent à digérer cette dette, ces déficits, parce que le dollar, c'est toujours la référence du système monétaire international. Vous voyez, c'est entre 62 et 65% des réserves de change, alors que l'euro, c'est que 20%. Je rappelle, quand on a créé l'euro, c'était justement pour remplacer le dollar dans les réserves de change. Ça n'a pas fonctionné parce qu'évidemment, l'euro, on le voit aujourd'hui encore, n'inspire pas confiance. Hein, malheureusement, c'est triste. Avec des pays, évidemment, comme la France, qui ne tiennent pas leurs engagements, on peut comprendre pourquoi. Et le dollar, c'est toujours 50% des transactions dans le monde, alors que le commerce américain, ce n'est que 11% du commerce mondial. Ça veut dire que les 2/3 du commerce en dollars ne sont pas américains. C'est-à-dire que c'est évidemment les marchés d'échange notamment, les marchés des matières premières notamment, et ce qui veut dire qu'on a là aussi cette demande mondiale de dollars. Donc quand les Américains font un déficit, finalement c'est nous, le reste du monde, qui le finançons. Donc quand est-ce que cela va s'arrêter?
quand le dollar ne sera plus la référence mondiale. Donc il faut un concurrent au dollar. Qui peut être ce concurrent au dollar? On avait créé l'euro pour ça, ça n'a pas marché. Les Japonais, donc avec le yen, là également ça n'a pas marché. Donc maintenant il reste le yuan, qui pourrait éventuellement le faire, hein, qui pourrait jouer ce rôle, sauf que les Chinois, évidemment, ne sont pas pressés, parce qu'ils savent que pour concurrencer le dollar, il faut une devise forte. Or, si le yuan est trop fort, eh bien, ça va casser la croissance chinoise, ce qui à ce moment-là, évidemment, générera un marasme en Chine, et donc ils n'auront rien gagné, comme les Japonais dans les années 90. Donc c'est pourquoi, aujourd'hui, le yuan il est autour des 7,30 yuan pour un dollar, c'est un plus bas quasiment depuis 2008, alors que le niveau d'équilibre du yuan, c'est 3,50 yuan pour un dollar. Donc le yuan est très sous-évalué, justement pour permettre aux exportations chinoises d'être très dynamiques, et d'ailleurs elles ont battu un record l'année dernière, quasiment 1000 milliards dollars d'excédent commercial pour la Chine, c'est évidemment énorme. Donc les Chinois ont bien compris qu'ils ne sont pas encore prêts. Le jour où ils pourront supporter un yuan fort, alors là ils pourront concurrencer le dollar, et là les États-Unis s'effondreront. Donc c'est pas pour tout de suite, c'est pas avant 10-15 ans, et justement c'est ce que fait Trump. Trump, justement, aujourd'hui, il a bien compris ce danger, et donc il est en train de dire, attention, eh bien, on veut continuer à garder ce dollar dans les réserves de change, dans les transactions mondiales, donc attention, il nous dit, enfin, aux autres pays du monde, si vous voulez pas avoir des droits de douane, continuez à utiliser le dollar. Donc ça aussi, c'est malgré tout un aveu de faiblesse, ça montre bien que les Américains sont en danger, bien entendu. Mais tant qu'ils ont le dollar, ils sont protégés. C'est ce qui fait que nous, malheureusement, on n'a pas le dollar, on n'a que l'euro, et ça ne nous protège absolument pas, et surtout aux États-Unis, dernier élément, cette dette publique, elle génère de la croissance, et notamment sur l'investissement, sur l'innovation. C'est ça qui fait la force des États-Unis, c'est qu'on s'endette, mais ça crée de la croissance. Nous, on s'endette, et comme vous le savez, la dette augmente beaucoup plus que notre PIB, 3 fois plus que la PIB en France depuis 2007. Donc ça veut dire que ça ne marche pas. On fait de la dette pour entretenir, entre guillemets, la paix sociale, la fuite en avant permanente, etc. Et ça ne crée pas de l'investissement, ça ne crée pas suffisamment d'emplois, ça ne crée pas suffisamment de richesse. C'est ça la grande différence. La dette, encore une fois, ce n'est pas grave, mais cette dette doit générer de la croissance. Et voilà les chiffres de croissance, donc de variation du PIB, hors inflation évidemment, entre les États-Unis en bleu, la France en rouge, la zone euro en jaune. Depuis 1995, il n'y a pas photo. Vous voyez, PIB américain, plus de 108% d'augmentation. PIB français sur la même période, 55% d'augmentation. Zone euro, 53% d'augmentation. Voilà, c'est pas compliqué, c'est du simple au double, hein, donc on comprend bien que malheureusement on a raté complètement ces dernières années, ces 20 dernières années ne nous ont pas permis d'avoir une croissance forte, ce qui a été le cas outre-Atlantique, et c'est en cela qu'il faut avoir cette vision, je dirais, proactive, cette vision en termes d'activité, en termes d'investissement, en termes d'innovation, en termes d'emploi. Elle est là la clé. Quand on voit que toutes les GAFAM, il n'y a aucune européenne, aucune française avec des américaines, pareil sur les entreprises de l'IA, on se dit c'est quand même dommage, on a raté toutes les révolutions technologiques depuis 2000, c'est pas normal, alors que dans les années 80 encore, nous avions une avance technologique, ce qui n'est plus le cas. Si on regarde les perspectives d'activité, là aussi c'est les derniers chiffres du mois de décembre, vous voyez, indicateurs d'achat, donc des directeurs d'achat, on voit que donc ça continue de croître aux États-Unis, ils vont avoir au moins 3% de croissance cette année, alors que chez nous dans la zone euro, en France c'est même pire, on sera autour des 0,05. Donc ça reste évidemment extrêmement faible. Alors encore plus fort et encore plus triste pour nous, c'est l'évolution du PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse qu'on crée par habitant donc, dans l'ensemble de ces pays-là. Et regardez bien, là on a donc les États-Unis, donc depuis 1990, ça a augmenté de 72%. Au Royaume-Uni, ça a augmenté de quasiment 53%. En Allemagne, 45%. Et en France, 41,8%. On est bon dernier malheureusement. Donc voilà le problème là aussi. Votre richesse par habitant a augmenté de 72% aux États-Unis contre seulement 41,8% en France. Donc ça ne fonctionne plus, cette politique française d'augmenter la dette publique en permanence, d'augmenter les dépenses publiques en permanence, ça ne fonctionne plus. Alors là, je vais vous montrer un comparatif, chiffre du FMI, ça va vous faire froid dans le dos, ça va nous faire beaucoup de peine à nous les Français. Regardez bien. On regarde le positionnement des États-Unis et de la France en termes de PIB par habitant, donc de richesse par habitant, en fonction des années. En 1980, regardez bien, nous étions devant les Américains. Nous étions 11e mondial, les Américains étaient 12e du monde. On était devant eux. C'était à l'époque, on pensait que c'était la fin de l'Empire américain. Reagan est arrivé, puis il a sauvé l'Amérique. Et donc en 90, les Américains, ils gagnent 2 places. Nous, on perd 1 place. En 2000, les Américains gagnent 5 places, ils sont 5e du monde. Et nous, on perd 10 places. Et aujourd'hui, en 2024, les Américains sont toujours 5e et nous, on est 24e. Parce qu'on se rend compte de l'ampleur des dégâts. Voilà le déclassement de la France. Il est là.
Encore une fois, ce n'est pas le bonheur, il est là, c'est le déclassement de la France. Parce qu'on nous dit souvent, oui, en France, on a le BIB, le bonheur intérieur brut. Non, malheureusement, quand on a un niveau de richesse par habitant qui baisse, le bonheur baisse. C'est inévitable. Et voilà l'échec de la France. Et pourtant, sur cette même période, on a fait exploser les dépenses publiques. Donc là, évidemment, on a commencé avec les années Mitterrand et ainsi de suite, et on n'a jamais inversé la tendance. Regardez bien, la part des dépenses publiques dans le PIB, donc, est aujourd'hui donc de 57%. Tous les pays, évidemment, ont essayé de réduire cette part. Et aux États-Unis, on est maintenant à 37%. Et donc, avec le fameux Dodge, les Américains vont vouloir réduire cette part des dépenses publiques dans le PIB. Et ça va nous permettre de parler de la question de la semaine avec l'Argentine. L'Argentine, effectivement, a baissé. Il est passé également de plus de 40% à 32%. Alors, je ne dis pas que c'est suffisant. Pour moi, 37%, ce n'est pas assez. Mais au moins, on devrait être à 50%. Donc, nous, on est encore à 57%, numéro 1 du monde. Et encore une fois, ça ne marche pas. Si on avait une croissance forte à l'arrivée, on pourrait dire, bon, c'est pas grave. Mais ce n'est pas le cas. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, eh bien, malheureusement, pour nous les Français, l'arrivée de Donald Trump va renforcer les États-Unis et va affaiblir la zone euro et la France, sauf si évidemment par miracle on se réveille, mais ça me paraît peu probable quand on voit le cafouillage qu'il y a autour du budget, on fait des arrangements entre amis avec tel ou tel parti pour qu'il n'y ait pas de motion de censure. Ce n'est pas sérieux, il faut vraiment qu'on prenne le taureau par les cornes, il faut vraiment qu'on se réveille, et malheureusement, nous en sommes encore loin. Et justement, c'est la question de la semaine, est-ce que en Argentine, eh bien Milei est en train, donc Javier Milei est en train donc, de gagner son pari et de sauver l'Argentine. C'est vrai que beaucoup disaient, mais ça va être un effondrement, il baisse les dépenses publiques, donc ça va s'effondrer. Ben non, on peut baisser les dépenses publiques, alors qu'elles n'étaient déjà pas très élevées finalement par rapport à nous, et relancer la croissance, regardez bien. Alors c'est sûr que, historiquement, vous voyez la croissance de l'Argentine, c'est la variation du PIB, donc depuis 1980. Donc il y a eu des phases de forte croissance, après des crises, très souvent. Après, quand on fait des réformes comme ici en 2000, on a sauvé là aussi l'Argentine. Et là, malheureusement, depuis quelques années, le PIB argentin avait tendance à chuter, indépendamment du corona d'ailleurs. Et là, ça redémarre. On est à plus 10% de croissance en 2 ans, chiffre du FMI jusqu'en 2026. Et regardez bien, c'est assez intéressant de voir que sur longue période, de 2009 à 2024, donc il y a eu 9 années de baisse du PIB et seulement 7 années de hausse. C'est-à-dire qu'il y a eu plus d'années de baisse du PIB que d'augmentation du PIB. Donc, si on regarde en 45 ans, 20 contre 25. Vous vous rendez compte, ça veut dire que les Argentins souffrent, c'est un peuple qui a énormément souffert, malheureusement, parce que très souvent les dirigeants n'ont pas pris les bonnes décisions. Là, pour le moment, c'est vrai que l'Argentine a touché le fond de la piscine, et justement, elle est en train de redémarrer. Alors, ce n'est pas encore l'euphorie, parce qu'en termes justement de PIB par habitant, ça avait beaucoup baissé ces dernières années, et donc là, c'est en train de remonter, mais c'est toujours sur une baisse de 8,5% par rapport au niveau de 2008. Donc là, on voit que quand on fait des erreurs de politique, évidemment, ça nous coûte cher pendant très très longtemps. Mais lueur d'espoir, c'est en train de s'améliorer. Encore la preuve qu'on peut baisser les dépenses publiques et retrouver le chemin de la croissance. Regardez bien l'inflation de l'Argentine. C'est assez incroyable. Donc c'est depuis les années 98-2000. Et donc on voit bien qu'on était monté à 210% il y a encore quelques trimestres. Et là, on est en train de tomber, c'est encore beaucoup, à 20%. C'est encore donc beaucoup d'inflation. Mais on était monté à 210. Donc là aussi, quand on veut, on peut réformer un pays comme l'Argentine qui pourtant était au bord du gouffre. Et donc le taux de chômage également est en train de baisser, on est à 7,6%. Vous voyez, on est même inférieur au taux de chômage de la France, chiffre harmonisé par le FMI, parce qu'on est à 7,7 en France, ils sont à 7,6, donc c'est en train de fonctionner. Et le taux de pauvreté qui est vrai, effectivement avait pas mal augmenté ces dernières années, est en train de baisser. Voilà, il est encore très élevé, on est à 40%, contre autour des 20% pour la France, donc, mais tout de même 40%, c'est un plus bas depuis 2022. Donc vous voyez, c'est en train de fonctionner. Alors, cerise sur le gâteau, regardez bien, la fameuse tronçonneuse a fonctionné puisque vous avez un excédent public. Regardez bien, on avait un déficit public qui était de plus de 6% du PIB, on est maintenant sur un léger excédent public en Argentine. C'est quand même assez incroyable. Donc là aussi, quand on voit, nous, la difficulté qu'on n'a pas à faire un excédent, on n'en parle même pas, juste de passer de 6 à 5, on n'y arrive pas. Vous voyez, de déficit public par rapport au PIB. Les Argentins passent d'un déficit à un excédent, comme ont fait les Portugais, comme ont fait les Italiens et les Grecs. Et donc c'est ça qui aujourd'hui est très dangereux. Alors l'Italie n'est pas encore en excédent, mais néanmoins, elle a beaucoup réduit son déficit. Mais néanmoins, ça montre que c'est possible. Et nous, on n'y arrive pas. Donc on devient la risée du monde. Vous voyez, l'Argentine y arrive et pas nous. Donc ça veut bien dire qu'à un moment, il faut se réveiller.
Idem sur la dette publique. Alors évidemment, le FMI a pris le contrôle, hein, c'est sûr, à 2 reprises, parce que la dette publique avait déjà flambé à 150%, donc après la crise de 99-2000, qui était liée à une erreur stratégique également de l'Argentine à l'époque, qui n'avait pas voulu dévaluer le peso, hein, on pourra en parler à l'occasion. Là, pareil, on est monté à 150%, même plus de 150%, vous voyez, 155% du PIB de dette publique. Évidemment, et le FMI a dû prendre les rênes, et ensuite, on est en train de redescendre à 78%. Donc là aussi, je rappelle qu'en France, on est à quasiment, enfin à 115%, bientôt à 120%. Donc là aussi, c'est possible. J'espère qu'on pourra le faire sans l'arrivée du FMI, mais toujours est-il que quand on a une volonté politique, ça fonctionne. Donc bravo à Milei, et espérons que ça pourra éveiller, entre guillemets, une certaine prise de conscience chez nous. Moi, je suis bien sûr pour la dépense publique, hein, je le dis souvent, je suis un des sites HLM d'Orly, donc j'en ai eu besoin de cette dépense publique pour m'en sortir, donc notamment par les aides que j'ai pu avoir, les bourses pour mes études, mais c'est sûr qu'à un moment, il faut savoir si ces aides fonctionnent. Quand on a un taux de chômage des moins de 25 ans de 60% dans les sites HLM, on voit bien que ça ne fonctionne plus, alors que les dépenses publiques ont augmenté. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas un problème de moyens, mais d'allocation de ces moyens. Donc ce qu'a fait notamment Milei, il a supprimé pas mal, vous savez, de comités Théodule, etc., de dépenses publiques qui ne servent à rien, et on voit que ça fonctionne. Donc nous, je rêve qu'on y arrive un jour. Pour l'instant, il n'y a personne qui a le courage de le dire, et encore moins de le faire, mais peut-être qu'un jour, on y arrivera, et encore une fois, il faut garder l'espoir. Alors, justement, quelle est la bonne nouvelle? Elle est liée pour cette semaine. Eh bien voilà, je vous ai pris les pays de la zone euro qui ont réussi à réduire le poids des dépenses publiques dans le PIB, donc passer sous les 50%. Voilà, ils sont là, et ça ne leur a pas empêché de faire une croissance forte. Alors voilà, Malte, 35% de dépenses publiques par rapport au PIB, c'est presque trop faible, 5% de croissance. Lituanie, Chypre, Portugal, 43%. Quasiment 2% de croissance. Espagne, 45%. Alors maintenant, il faut faire attention parce qu'il commence à faire l'effet inverse. Mais donc 2,9% de croissance pour 2024. Slovaquie, Slovénie, Grèce également, vous voyez, 48,6%. Ils viennent de loin. Ils ont une croissance de 2,3%. Croatie, moins de 50% du PIB, 3,4% de croissance. Alors que nous, la France, 57,2% de dépenses publiques par rapport au PIB, 1,1% de croissance en 2024, 0,5% seulement en 2025. Donc on voit bien que, encore une fois, ça ne fonctionne pas. Donc nous savons ce que nous devons faire. Nous devons réduire ces dépenses publiques, non pas les dépenses sociales, ça on verra ça, il faudra évidemment améliorer leur fonctionnement, mais réduire déjà les dépenses de fonctionnement, c'est le b.a.-ba. Et malheureusement, quand on voit le ministre de l'économie qui nous dit on va encore augmenter les impôts, les entreprises sont trop rentables, etc., non, ce n'est pas sérieux. Il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. Je continue de vous dire la vérité. Je peux vous dire que j'ai pas mal de pression en ce moment. C'est assez des pressions d'ailleurs que je ne m'y attendais pas. Je ne veux pas vous en dire plus pour le moment, mais si jamais ça dérape, je vous en parlerai. Je vous rassure, je ne suis pas menacé physiquement, hein, mais néanmoins, comme je suis indépendant, que je paye mes impôts, etc., je pensais être vraiment protégé. Eh bien, finalement, ils ont trouvé un moyen, l'establishment, de m'embêter un petit peu, mais vous inquiétez pas, tout finira bien. Mais pour vous dire que dire la vérité, eh bien, ça a un coût également, mais il n'y a pas plus beau que la vérité, il n'y a pas plus beau que l'indépendance. Donc vous pouvez continuer donc, de compter sur moi pour vous dire les choses. Et donc merci de votre soutien, parce que votre soutien justement, ça les agace. Hein, ça montre bien que quoi qu'ils fassent, eh bien, finalement nous sommes là pour dire la vérité, avec des chiffres réalisés, donc des graphiques réalisés sans trucage, des chiffres tout à fait officiels. Donc merci encore pour vos likes, pour votre soutien, pour pouce vers le haut, c'est très important, pour vos abonnements, pour faire abonner vos amis, vos abonnements également premium. Merci encore, donc bonne continuation, portez-vous bien. Et à très bientôt.